Marseillaise, médecin, écolo et mère de famille, voilà comment Michèle Rubirola se définit. On ne l'attendait pas en tête de liste du printemps marseillais, union de partis de gauche, dont le PS, le PCF, LFI et de mouvements citoyens. Mais c'est finalement à elle, l'écologiste, que le socialiste Benoît Payan a cédé sa place dans un souci d'union et de rassemblement de la gauche. Même si, après ce choix, elle a été suspendue de son parti, Europe Écologie Les Verts, qu'elle rejoint en 2002. Née dans le quartier du Rouet, cette petite fille d'immigrés napolitains et espagnols a exercé en tant que médecin de famille pendant 15 ans dans les 4e et 5e arrondissements de Marseille. Aujourd'hui, elle est médecin de prévention à La Rose. À la tête d'une famille recomposée, ancienne, sportive, Michèle Rubirola n'a visiblement pas peur de l'adversité ni du combat. Elle est aujourd'hui dans la suite. Bonjour Michèle Rubirola. Bonjour. Bienvenue, comment allez-vous ? Ça va très bien. Alors mettez-vous à l'aise, nous sommes là pour découvrir la femme derrière les idées, le programme. Je ne vais donc pas m'adresser à la candidate, vous aurez le temps et l'occasion de parler politique en deuxième partie d'émission au moment du face-à-face mené par le directeur éditorial de la Provence, Franz-Olivier Gisbert. Mais pour l'heure, Michèle Rubirola, nous voudrions apprendre à vous connaître. Est-ce que vous êtes prête pour ça ? Tout à fait. Alors vous avez des origines jurassienne, napolitaine, catalane, mais vous êtes née ici, à Marseille, dans le quartier du Rouet, où vous avez d'ailleurs grandi. Parlez-nous de votre enfance. Mon enfance, c'était une enfance particulière, je vais dire, parce que, issue d'une famille modeste, mes parents travaillaient. C'était pas encore la journée continue, donc leurs horaires étaient difficiles et j'ai été élevée par ma grand-mère, c'est-à-dire que le dimanche soir, mon père me ramenait chez ma grand-mère, donc napolitaine. Mémélie Barrel, c'est ça ? Oui, Mémélie Barrel, oui, c'est ça. En fait, son vrai nom, c'était Libera Maria. Elle était de Naples et on l'appelait toujours Libarella, comme ça, ouais. Et il venait me rechercher donc le vendredi soir et je passais le week-end dans ma famille, quoi, avec mon père et ma mère. Donc j'ai eu tout l'amour que je pouvais avoir de la part de ma grand-mère. En fait, ma grand-mère on habitait tous en famille dans une petite maison de 2 étages. Donc il y avait la tante, la cousine, la grand-mère, donc la famille napolitaine. Et puis mes parents habitaient pas très loin, dans une autre maison au Rouet. Voilà. C'est les racines italiennes qui ont été très présentes dans votre enfance, c'est ça ? Oui, tout à fait, parce que ma grand-mère parlait le napolitain, elle parlait le français, mais elle ne savait pas très bien s'exprimer. Et j'ai jamais connu mon grand-père, donc, qui était de Gérone, à côté de Barcelone. Donc c'est vrai que c'est une prédominance plutôt italienne que on va dire, catalane. Alors vous avez dit récemment dans la presse ne plus trop vous reconnaître dans le quartier où vous avez grandi, le Rouet, et vous sentir plus proche de la Plaine ou du cours Julien. Ça traduit un petit côté rebelle et créatif chez vous ? C'est vrai qu'avant, le quartier du Rouet est un quartier fantastique, un quartier où on pouvait vivre dehors, où il y avait vraiment des relations entre les gens, avec des commerces de proximité, où le soir, en plus, il n'y avait pas la télé, puisque j'ai quand même un certain âge, donc nous, on n'avait pas la télé à la maison. Donc on sortait et on descendait dans la rue et on sortait la chaise où tout le monde parlait ensemble et échangeait. Et on jouait, tous les gamins de quartier, dans la rue tous ensemble. C'était vraiment extraordinaire. Et puis il y avait la boulangerie en face, il y avait le primeur et le boucher à côté. Et c'est vrai que je regrette, puisque vu la modification du quartier qui a été organisée depuis à peu près 10 ans, toutes ces petites maisons ont été détruites. Les personnes ont été relogées. Et certaines avec grande difficulté. Mon immeuble de famille a été détruit. Et ma cousine qui vivait encore dans cette maison a été délogée et elle a pu reprendre un appartement, mais qui n'équivalait pas à ce que la mairie a acquis suite à ça, puisqu'ils ont fait un R+6 à la place. Donc tout le côté typique et familial de ce quartier, en fait, parce que Marseille, c'était les villes-quartiers, c'était des petits villages, a disparu. Et c'est vrai que je retrouve ça dans le quartier un petit peu de la Plaine, la rue de Lodi, là où j'ai exercé mon activité de médecin. Et je déplore que Marseille perde ce caractère un petit peu noyau villageois qu'il y avait et qui a fait un petit peu son charme et qui fait encore son charme dans certains quartiers. Et c'est pour ça que je me bats pour que Marseille ne perde pas son identité. Alors vous l'avez dit, vous êtes médecin. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer dans la médecine ? C'est la vocation, le fait aussi de vous mettre au service des autres, de vous sentir utile ?
Dans ma famille, on a toujours considéré l'autre. L'autre, c'était important. On n'était pas repliés sur nous-mêmes. Il y avait toujours du monde à la maison. Mes parents m'ont ouvert sur les autres. Et puis, quand j'étais petite, je voulais être, depuis toujours, médecin bénévole en Afrique. C'était mon idée. Alors, mes parents, mon père surtout, m'a fait comprendre que peut-être le bénévolat, ça ne rendait pas quelqu'un d'autonome et que je pouvais faire médecin au service des autres, pas forcément en patron, médecin, on va dire médecin du peuple. Et c'est ce qui a conduit mon choix de vie et je ne le regrette pas du tout. Je trouve que c'est le plus beau métier du monde. Et est-ce que votre motivation à vous lancer dans cette grande aventure des municipales vous vient de votre passé de sportive ? C'est vrai qu'il faut avoir l'esprit de compétition pour se lancer dans les municipales. Moi, je vais dire plutôt l'esprit de compétition qu'un esprit guerrier, parce que c'est vrai que c'est un combat, c'est les victoires. Moi, je vois ça plutôt par rapport à ce qu'on fait dans un sport que ce qu'on fait dans une guerre, parce que je n'aime pas mener la guerre. Donc c'est vrai quand même qu'il faut avoir de l'endurance, c'est ça. Et l'endurance est primordiale pour aller gagner la ville de Marseille. Alors, je crois aussi que vous avez fait partie de la première équipe féminine de l'Olympique de Marseille, ancienne footballeuse, mais votre vrai amour du sport, il est pour le basket. Oui, c'est-à-dire j'ai commencé le basket très tôt, à 10 ans. Et puis, j'ai toujours eu la passion du foot parce que mon père m'amenait toujours voir les matchs de l'OM au Vélodrome. Et j'aimais le foot. Et quand j'ai su qu'il y avait une équipe féminine qui s'entraînait au stade de Luvonne, après m'être entraînée au stade Cojol, là, avec mon équipe de basket, je filais au stade de Luvonne m'entraîner dans cette première équipe féminine. Mais j'étais plus jeune que les autres. Alors c'est vrai que je m'entraînais, mais je n'étais pas forcément à mon aise parce que quand on a 12 ans, 13 ans, être avec des 16 ans, on était un peu le bébé. Mais j'avais ma passion du foot, mais c'était difficile pour moi de m'intégrer avec des plus grands. Donc c'est vrai qu'après, je suis retournée exclusivement jouer au basket, ma passion. Et j'ai continué à regarder le foot, qui est une autre passion pour moi aussi. Vous avez des souvenirs au Vélodrome ? Vous parliez de l'Olympique de Marseille. Ah oui, je me souviens du Vélodrome. Je me souviens quand avec mon père, on allait au quart du virage. Et on avait les coussins blancs avec écrit LLOM en bleu. Alors pendant tout le match, on levait ces coussins et puis on les jetait à la fin du match. Voilà, en signe de... On était contents parce que l'OM avait souvent gagné. Et puis je me souviens aussi d'un joueur qui était très important pour moi parce que moi j'ai toujours été attirée par l'Afrique. Voilà. Et il y avait un joueur qui s'appelait Joseph et son vrai nom c'était Yegba Maya. Et j'avais été désespérée quand l'ancien président de l'OM avait voulu le vendre. Et j'avais écrit une lettre au président de l'OM, à Marcel Leclerc, en lui disant que s'il le vendait, c'était qu'il était raciste et que je ne voulais pas qu'il vende Joseph à un autre club. Je ne voulais pas que Joseph parte. Et après, j'avais même trouvé des chats abandonnés là, dans la campagne. Et c'était 2 chats noirs et ils avaient appelé un Yegba et l'autre Maya. Alors, vous êtes une grande gueule, Michèle Rubirola, peut-être. Je vous demande cela parce que face à vous, il y a 2 femmes qui en imposent, à savoir Martine Vassal et Samia Ghali. Vous êtes aussi une femme de caractère ? Je suis déterminée, je ne suis pas une grande gueule, je n'aime pas l'agressivité. De mon métier de médecin, je suis plutôt dans l'écoute et le faire ensemble et le décider ensemble. Alors, c'est peut-être... un petit handicap, on va dire. Je n'ai pas l'habitude d'agresser les gens. Et pour moi, l'agressivité pure est quelque chose que je n'aime pas du tout et que j'ai des difficultés à pratiquer. Est-ce que vous avez des modèles, hommes ou femmes d'ailleurs, des personnalités qui vous ont inspiré, qui vous inspirent encore aujourd'hui ? Mais moi, quand j'étais jeune, j'étais une adepte de Geronimo. Voilà, j'avais la photo de Geronimo dans ma chambre parce que bon, il s'est opposé à l'invasion de son pays. Il a défendu son peuple et il était chaman, d'où la proximité aussi avec les médecins. Et j'ai eu aussi quelqu'un en photo quand j'étais jeune, c'était Che Guevara, parce que Che Guevara c'était aussi le médecin au service du peuple, qui a fait la révolution et qui est mort, je vais dire, assez tôt pour ne pas être corrompu. Donc moi j'ai l'image de ce Che Guevara. Bon après j'avais d'autres images, mais c'était plutôt lié à la musique. Mais c'est vrai que c'était pour moi des gens qui ont compté dans ma vie. Est-ce que l'actrice marseillaise Ariane Ascaride fait partie de ces personnalités qui vous inspirent ? Ah ben tout à fait, puisque moi je suis une fanatique des films de Guédiguian. C'est vrai qu'on ne peut pas dire que j'ai des films cultes, des grands films, mais moi, les films de Guédiguian, c'est pour moi quelque chose d'important. Et Ascaride, avec ses origines napolitaines, est quelqu'un qui me touche énormément. Je reste dans le milieu artistique un petit peu. Si je vous dis Borgen, House of Cards, ces séries télé qui mettent en scène des femmes de pouvoir, est-ce que ça vous inspire ? Moi, j'ai regardé, mais bon, je ne me calquerai pas forcément sur un modèle parce que je reste comme je suis. Et puis, il y a des séries qui sont plutôt angoissantes quand on voit comment ça se passe. Donc, je préfère affronter la réalité qui
qui se révèle à moi tous les jours. Et puis je vois comment j'y fais face. Vous avez 3 grands-enfants, Marine, Olivia et Hugo, et 2 petits-enfants. On va vous voir avec vos enfants et votre mari. Ouais. Ça vous émeut ? Oui. Ah oui, en effet. Est-ce que vous avez transmis à vos enfants votre engagement, vos convictions ? Je pense que de toute façon, ils m'ont toujours suivi dans mes combats. Leur comportement fait que je pense qu'ils suivent mes engagements. Ils sont engagés dans la campagne, chacun à leur niveau. Marine, elle est très engagée dans le printemps marseillais et sur le terrain. Hugo, lui, me suit de loin puisqu'il est à Paris. Et par contre, il est descendu pour m'aider pendant quelques jours. Et Olivia, elle est engagée de par son comportement au quotidien et dans son engagement aussi dans son métier puisqu'elle est éducatrice spécialisée. Donc je crois que par contre, personne ne m'a suivie dans mon métier de médecin, qui je crois, elle les a pas trop motivés du fait que c'est un métier qui prend énormément et qui me prenait peut-être un peu trop à eux. Et quelle mère, justement, et quelle grand-mère est-ce que vous êtes ? Alors moi, je suis une mère aimante, je suis un mamma italiana, comme on dit. Et c'est vrai que pour moi, mes enfants, il ne faut pas les toucher. Voilà, je suis une lionne, autant je peux être gentille pour plein de choses ou conciliante, il ne faut pas toucher mes enfants. Voilà. Et mes enfants, je les soutiens dans leurs projets, je les aide et je les accompagnerai tant que je peux et je les défendrai envers et contre tout. Alors je précise qu'on vous voit à l'écran avec votre premier petit enfant. C'est Gaspard, Gaspard qui m'a fait de grand-mère. Gaspard qui était un petit-fils extraordinaire, tout comme sa sœur, éveillé sur le monde, qui me parle de l'environnement, de la nature, qui pleure quand il voit que les dauphins sont massacrés. Mais ça, c'est de lui-même, j'essaye de ne pas lui faire... Je sais qu'il n'ait pas une vision trop noire de ce que peut devenir notre monde. Et mes engagements, c'est aussi pour mes enfants et mes petits-enfants et pour l'avenir, quoi. Et votre fille aînée, vous en parliez tout à l'heure, Marine, a suivi effectivement une toute autre voie. Elle est dans la musique, violoncelliste, c'est ça ? Oui. Disons petite, elle était à l'école maternelle Édou, puis elle est rentrée derrière mon cabinet. Et puis, nous, à la maison, on a toujours écouté de la musique. Puis un jour, elle me fait « Maman, je veux aller à l'école primaire musicale. » En fait, avec tous ses copains, ils voulaient faire l'école primaire musicale du cours Julien, l'école publique. Et j'ai dit, il faut que tu choisisses un instrument. Puis elle s'est un peu renseignée. J'ai fait écouter divers instruments. Elle est allée au cours Julien, écouter un cours de violoncelle. Et elle a eu une passion pour le violoncelle, pour sa prof de violoncelle de l'époque, qu'elle a toujours suivie et qui fait toujours partie de notre réseau d'amis. Voilà, et je l'ai toujours appuyée, soutenue et accompagnée dans son engagement musical. J'adaptais mes horaires au cabinet pour l'amener à ses cours collectifs, à ses cours individuels. Je l'amenais le soir à ses répétitions. Et c'est vraiment un très, très beau parcours qu'elle a fait seule, sans les codes, puisqu'on n'est pas une famille de musiciens, nous, voilà. Et elle s'est débrouillée toute seule en faisant ses études depuis Marseille. Et je vous dis, sans connaître les codes de ce milieu musical, et je suis très, très, très fière de ce qu'elle a fait. Alors, Michèle Rubirola, vos vacances, vous les passez... souvent dans cet endroit, c'est ça, dans le Val d'Alos. On va voir la photo à l'écran. Vous êtes proche de la nature ? Ah oui, j'ai toujours aimé. J'ai besoin de la nature pour me ressourcer. J'ai besoin de la montagne et j'ai besoin de la mer. Et le Val d'Alos, j'ai eu une partie de ma famille puisque j'ai des cousins du côté de mon père. Ma cousine a épousé un moniteur de ski et j'ai passé mon adolescence là-bas. Et j'ai voulu après avoir une maison pour pouvoir inviter des amis parce que je trouve cet endroit fabuleux, cet endroit à dimension humaine. C'est pas les stations bling-bling que j'aime pas. C'est de la moyenne montagne vraiment très agréable l'été et puis de la montagne accessible aussi pour faire du ski l'hiver sans tomber dans le bling-bling et voilà. Et j'aime beaucoup, beaucoup le Val d'Alos. Il me tarde de pouvoir y retourner encore, passer des moments de répit et puis retrouver tous mes amis, mes véritables amis que j'ai depuis 17 ans et qui sont aussi engagés dans des combats pour l'agriculture paysanne, pour défendre justement cette montagne et ne pas faire envahir la montagne par du tourisme, mais plutôt développer du tourisme durable. Alors ça tombe bien que vous parliez de combat. Si je vous montre cette autre photo, le Larzac, ça vous évoque la nature, mais pas seulement ? Ah oui, ça a été un de mes premiers combats, le Larzac, puisque j'ai fait partie de la grande marche dans le Larzac pour m'opposer au camp militaire qu'il y avait à ce moment-là. Et ça a été des moments extraordinaires de rêver d'un autre monde. Et ça fait partie aussi de mes premiers engagements. Et de rassemblement aussi déjà. De rassemblement, bien sûr. Rassemblement, c'est vrai. Michèle Rubirola, merci beaucoup de vous être prêtée au jeu de cet entretien intimiste. Merci. Avant de vous laisser entre les mains de Franz-Olivier Gisbert pour l'interview politique, je voudrais vous montrer une dernière image.
On nous a dit que vous étiez une fan absolue de cet artiste, Julien Clerc. Ah ben oui, ça c'est ma passion, lui aussi, une de mes passions. Je l'ai rencontré, je l'ai connu avec R, et depuis, je ne l'ai jamais pu quitter. Je l'ai écouté, je l'écoute encore, je vais à tous ses concerts, et j'ai même chanté avec lui l'an dernier au Fou Chantant d'Alès, où c'est une chorale de 1000 choristes, et on chante toujours avec un chanteur. Et l'an dernier, je m'étais inscrite sans savoir que c'était Julien Clerc. Et c'était en plus le jour de mon anniversaire où j'ai fait un spectacle avec Julien Clerc à mes côtés, et j'étais complètement passionnée. N'hésitez pas à pousser la chansonnette. Hein. Non, pas de problème. Pas cette fois. Merci beaucoup, Michèle Rubirola. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Michèle Rubirola, bonjour. Bonjour. Alors, votre ami Sébastien Barle, tête de liste écologiste, il dit que le groupe marseillais, Printemps marseillais, s'est servi de vous pour verdir son image. Vous avez l'impression d'être un alibi ? Là, ça me fait de la peine ce qu'il me dit, parce que quand même, comme vous l'avez dit, mon ami Sébastien Barle... C'est un ami. C'est un ami. Il vous aime bien. Oui, il m'aime bien, moi je l'aime bien, mais on ne se sert pas de moi. Et ça, il devrait le savoir. Donc, on ne se sert pas de moi pour verdir une image. Si moi, j'ai rejoint un groupe, et si je suis restée dans ce groupe, c'est parce que je pense que les personnes avec qui on a constitué ce groupe s'étaient fortement écologisées. Il y a quand même Génération, qui est quand même déjà un parti écologiste. Et les autres partis se sont fortement écologisés depuis un certain temps, donc c'est quand même pas moi qui vais porter simplement l'écologie au sein du Printemps marseillais. Et autour de nous, il y a énormément de citoyens qui font partie de mouvements écologistes connus. Oui, mais alors on dit quand même que vous êtes une sorte de paravent devant un rassemblement hétéroclite, hein. C'est ça qu'on entend beaucoup. Paravent contre quoi ? Paravent écologiste. Paravent contre quoi ? Non, je suis peut-être une tête de pont d'un mouvement écologiste, ça possible, un nouveau mouvement écologiste, d'un nouveau rassemblement écologiste de gauche et citoyen. Alors, mais un paravent, aussi... ça veut dire quelque chose contre. On entendait aussi entreprises de recyclage écologiste de vieux partis de gauche, quoi, qui sont là, les communistes, les socialistes. Moi, je ne vais pas cracher sur les vieux partis de gauche qui ont construit quand même notre société avec des valeurs qu'on défend aussi. Et on va parler de personnalités politiques appartenant à ces partis qui nous ont rejoints. Et si vous voyez, il y a 11 organisations politiques. Il y a 11 organisations politiques, mais dans le PS, il n'y a pas tous ceux qui faisaient partie de la vieille garde du Parti socialiste qui nous ont rejoints. Ah oui, justement, il y a Benoît Payan qui comment dire... C'est un jeune élu, Benoît Payan. Ouais, enfin, c'est un poids lourd aussi, c'est facile. Et ça fait 6 ans... La relation, c'est quand même quelqu'un de... Enfin, il compte. C'est quelqu'un qui a des idées, des valeurs, qui a porté des combats au sein de l'équipe municipale en tant que chef de l'opposition. Et c'est formidable que Benoît Payan fasse partie de ce rassemblement. Mais ça marche bien avec vous parce que ça marche très bien. On est en binôme au conseil départemental. On a défendu les mêmes dossiers, on s'est opposé aux mêmes dossiers. Il n'y a pas de souci avec Benoît Payan. On s'est connus en 2015, on s'est reconnus et on ne s'est pas perdu de vue. Alors, votre priorité, c'est l'école. Tout à fait. Priorité des priorités. Bien sûr, quand on voit dans quel état sont les écoles de Marseille, on ne veut plus que l'école de Marseille soit la honte de la République. Et on va mettre un maximum d'énergie et d'investissement pour que l'ensemble des petits Marseillais puissent faire leur scolarité dignement. Parce que vous savez, on enseigne le respect aux enfants et les enfants ne pourront nous respecter que si nous, on les respecte eux-mêmes. Oui, mais alors, vous avez un plan donc, d'1 milliard d'euros, c'est beaucoup d'argent. Et comment vous avez trouvé ce milliard ? Vous savez, d'abord, on va faire... Vous dites que ça va être l'Europe, ça va être Paris, mais vous savez, l'Europe et Paris, ils ne donnent pas l'argent si facilement. Il faut d'abord demander, avant de dire qu'ils ne donnent pas. On va faire un audit des finances de la ville, et ensuite, on va orienter certaines dépenses, plus sur les écoles que... On ne va pas proposer un aréna, on ne va pas proposer un téléphérique pour Marseille. Nous, on propose un grand plan de rénovation de nos écoles. Et on va solliciter toutes les autres collectivités qui peuvent nous aider, notamment dans la transition, dans la transformation énergétique des bâtiments. L'Europe a des budgets, c'est compliqué pour les demander, mais nous, on fera des demandes d'aide de l'Europe pour créer des écoles qui seront des véritables îlots de fraîcheur pour lutter aussi contre l'urgence climatique. Ce milliard est donc un peu conditionnel, quoi. C'est pas sûr du tout. Vous dites que vous allez demander à l'Europe, enfin l'Europe ne donne pas toujours, systématiquement. L'Europe nous donnera. On va s'appuyer auprès de députés européens qui vont nous aider. On va solliciter les fonds européens et on aura de l'argent de l'Europe.
ça fait partie des orientations de l'Europe de travailler sur la transition écologique. Oui, bien sûr, mais parfois l'Europe ne donne pas. Hein, on peut tout supposer. ouais. On peut tout L'Europe n'a supposer. pas... enfin, Mais nous allons trouver les fonds, on va travailler avec la métropole, on va travailler avec... Et on va emprunter aussi. On peut emprunter. Et on s'engage à trouver le 1 milliard d'euros pour rénover nos écoles. oui, mais enfin, l'emprunt, après, il faut le rembourser, c'est toujours embêtant. Hein, Oui, je sais. et Marseille est déjà endetté. Oui, bon, on va revoir la dette parce que à quel taux elle Oui, est mais enfin, endettée. la dette ne s'efface pas comme ça. Hein. Je ne vous ai jamais dit que ça serait simple. Ouais. Hein. Ouais, On ne ouais. s'engage pas dans une municipalité où tout est facile. Justement, si on veut changer l'équipe, c'est parce que Marseille a été mal géré. Donc nous, on va travailler sur une autre gestion de la ville et sur comment dépenser l'argent public autrement, comment le flécher. Mais il faut qu'on fasse aussi un audit des finances de la ville. Oui, mais vous avez vu, quand on dit ça va être compliqué, faire venir l'argent de Paris, de l'Europe, vous dites à ce moment-là, on va emprunter. Ben oui. Et oui, mais la dette est déjà très importante. Ben oui, mais je pense qu'il y a des priorités et nous, on travaillera sur des priorités. On va pas emprunter pour faire 2 piscines au-dessus de la mer. Alors, vous avez lancé une sorte de croisade contre Sodexo, hein, qui fournit les repas scolaires, et qui est quand même qui fait la gloire de Marseille, qui est une grande entreprise mondiale. Pourquoi ? L'important, le contrat avec la Sodexo est jusqu'en 2025. On va travailler pour sortir Marseille d'un contrat avec une multinationale, parce qu'on pense que c'est la ville de Marseille qui doit nourrir les petits Marseillais, et la ville de Marseille ne doit pas nourrir une multinationale. Donc, on va travailler aussi sur la qualité de l'alimentation. Actuellement, les repas livrés par la Sodexo sont livrés avec une chaîne du froid, dans des conteneurs en plastique, qui nécessitent d'être réchauffés. Et vous savez que quand on réchauffe, il y a délivrance de perturbateurs endocriniens. Donc ça ne sera pas possible. Ensuite, tous les légumes qui sont présentés à nos enfants viennent de très loin. Impact écologique non négligeable. Nous, on va travailler vers une reconversion écologique de Marseille. Ça passe aussi par une alimentation locale de proximité. Oui, locale de proximité. Il y a des villes qui ont mis ça en place. On va se servir de ce qui a déjà été mis en place. Ça va avoir, si vous voulez, des effets secondaires. Ça va être une protection des terres agricoles restantes, une sanctuarisation des terres agricoles restantes. On va lutter contre la bétonisation, plus de bétonisation. Vous allez faire des potagers à Marseille, comme à Sébastien Barle. C'est la même idée. Oui, je sais pas. Vous êtes d'accord sur plein de trucs. On est écologistes écologistes tous les deux. Oui, c'est ça, justement. On se dit, mais pourquoi 2 listes, d'ailleurs ? Pardon, excusez-moi. Pourquoi 2 listes, d'ailleurs ? Il faut le demander à Sébastien. Il y a plein de points communs entre nous, en fait. Vous le demandez à Sébastien, on a plein de points communs, puisqu'on est écologistes tous les deux. Moi, je pense que l'union la plus large possible, si notre projet est de prendre la ville de Marseille, de sortir de 25 ans de cette équipe municipale et de ses héritiers et de faire barrage au Rassemblement national, c'est l'union la plus large possible dès le premier tour, parce que sinon, on portera la responsabilité de l'union au soir du premier tour. On a un Rassemblement national qui est très élevé. Marseille n'est pas Paris. Oui, donc la division des listes, pour nous, n'est pas envisageable. C'est dangereux. Ça peut être la surprise. Oui, mais le problème, il y a déjà une division au premier tour. D'ailleurs, à gauche comme à droite. À droite, c'est la même chose. Oui. Ça peut quand même faciliter la tâche de M. Ravier, non ? C'est pour ça que je prône et la porte est toujours ouverte à Sébastien Barle pour dire attention. Encore maintenant. Oui. Vous pouvez fusionner. Vous êtes prêts ? On y travaille. Ah ben oui, bien sûr, on est prêt à une fusion. Nous, il appelle, on fusionne, il n'y a pas de problème. Nous, ce qu'on veut, c'est faire barrage au Front National et empêcher aux héritiers du système Gaudin de prendre la ville. Vous vous rendez compte, encore 6 ans de mandature identique, parce que les héritiers du système Gaudin, ça fait quand même déjà 18 ans qu'ils sont en place, et qui, d'un coup, du jour au lendemain, ils ne vont pas changer Marseille. Ils avaient déjà 18 ans pour le faire, et ils ont la métropole depuis 2 ans. Si Stéphane Ravier fait un gros score au premier tour, ce qui est possible, qu'est-ce que vous allez faire ? D'abord, on va voir quel score on va faire. Une sorte de rassemblement républicain. On va voir déjà quel score on fait nous, quel score fait Sébastien Barle. On va voir ce qu'on peut faire avec nos 2 scores. Et puis ça ne sera pas une position unanime sur l'ensemble de la ville, puisque c'est 8 élections de secteur. Et je pense qu'on n'aura pas la même position en fonction des différents secteurs. Mais non, je posais la question sur le front républicain. Vous seriez prête à faire une sorte de front républicain pour... Si nous ne sommes pas en capacité de nous opposer à Stéphane Ravier, nous avons la logique de faire barrage au Front National coûte que coûte. Donc si c'est nous qui sommes en situation de faire le Front républicain, on le fera. Mais il faudra que Martine Vassal fasse de même. Alors,
Dans vos projets, il y a autre chose aussi, c'est les transports. Oui. Et là encore, il y a 1 milliard d'euros. Oui. Il faudra le trouver, ce milliard aussi. Hein. Alors, il y aura bien sûr la métropole. Les transports, c'est 500 millions d'euros, ce n'est pas 1 milliard. Ouais. 500 millions d'euros, donc les transports, compétences métropolitaines. La métropole a déjà prévu 354 millions d'euros pour l'automatisation, des rames de métro. Est-ce que c'est la priorité ou est-ce qu'on peut faire une autre priorité que l'automatisation? Voilà, après c'est le choix. Oui, mais enfin, il y a toujours l'idée aussi que c'est Paris qui va payer, l'Europe aussi. Paris, l'État a aidé Paris. Ben oui, Mais jusqu'à présent, il n'aide pas Marseille. Nous, on va demander à Emmanuel Macron de rétablir la justice territoriale. Oui, mais justice territoriale pour tous. Ça fait des années que le maire de Marseille, ses prédécesseurs, réclament de l'argent à Paris. Oui, le maire de Marseille. Et Paris ne donne pas. Paris a des oursins dans les poches. Mais peut-être que nous, on pourra faire sortir les oursins des poches de Paris. Je ne suis pas Jean-Claude Gaudin. Et l'Europe aussi a des oursins dans les poches. Ben, c'est un combat que je suis prête à mener avec l'équipe qui m'entoure. Donc là encore, il y a un risque d'endettement je vous ai déjà dit à la d'augmentation des impôts. Je vous ai déjà dit que la métropole avait prévu 354 millions d'euros pour l'automatisation. Nous, on dit que ce n'est pas l'automatisation une priorité, c'est désenclaver certains quartiers, faire l'équilibre et le maillage territorial. Alors, dans vos priorités, il y a un point qui apparaît moins, alors qu'il est très présent chez les autres, c'est la sécurité. Enfin, vous vous intéressez aussi à la sécurité. C'est pas parce qu'on n'en parle pas que ça ne nous intéresse pas. Ouais. On a une vision de la sécurité qui, pour moi, est vraiment très positive. C'est-à-dire que la sécurité, c'est pas simplement la répression, entre guillemets, comme on peut l'entendre, c'est un trépied. C'est l'éducation, la prévention et la répression. Et si un des 3 pieds manque, ça ne peut pas fonctionner. Donc ça passe aussi par d'autres mesures, c'est-à-dire, nous, ce qu'on va faire, c'est rétablir la police municipale dans ses véritables fonctions et ne pas faire à la police municipale les fonctions qui sont dévolues à la police nationale. Nous voulons une véritable police de proximité au service des gens et dans l'ensemble des quartiers. Et donc pour ça, on envisage un plan de formation et d'accompagnement des policiers municipaux dans ces fonctions vraiment précises. Et nous allons travailler aussi avec toutes les associations de prévention, les éducateurs de rue, et nous allons faire un moratoire sur la vidéosurveillance, parce que la vidéosurveillance a quand même ses limites. Agir une fois que l'agression a été faite, bien sûr, pour la répression, mais en prévention, ce n'est pas forcément la vidéosurveillance, loin de là, c'est la présence humaine dans tous les quartiers de la ville. Alors, comment vous voyez votre rôle de maire de Marseille? Qu'est-ce que c'est qu'être maire de Marseille pour vous? Être maire de Marseille, c'est, si vous voulez, c'est comme le capitaine de bateau. On monte, on a un cap, mais on est tous ensemble. Je pense que ça ne sera jamais seul avec un conseiller dans un bureau. C'est vraiment une équipe autour, c'est un collectif. Et c'est être avec les citoyens ensemble pour gouverner Marseille, pour changer Marseille. Tout comme notre programme, on l'a construit avec les citoyens, on aura dans l'hémicycle 50% de politiques et 50% de citoyens. Et c'est ça le gage de réussite et de garantie, puisqu'on sera au plus près des citoyens pour gouverner Marseille. Comment définiriez-vous Marseille? Comment vous voyez Marseille? C'est quoi? C'est une collection de villages, comme on dit souvent? Alors, moi, je pense que Marseille, c'est la ville-monde. C'est Marseille, c'est la passerelle entre les peuples. Marseille, pour moi, est une ville magnifique et j'adore Marseille et j'aime ma ville. Et c'est pour ça que je pars au combat pour ma ville et pour les Marseillaises et les Marseillais qui ont trop longtemps été oubliés. Marseille, c'est la jonction entre la Provence et la Méditerranée. C'est cette jonction qu'il va falloir faire vivre. C'est toutes ces communautés qui font sa richesse. Il va falloir continuer à faire vivre ensemble parce qu'il y a des années, elles vivaient ensemble et que je pense que depuis quelque temps, on essaye de les opposer les uns avec les autres. Si Marseille était un mot? Ça serait l'audace. Parce que l'audace d'être vraiment, de devenir ce qu'elle est, ce qu'elle peut être. Et si Marseille était un animal? Alors l'animal, j'ai beaucoup plus de difficultés. Si je suis négative, c'est le rat, parce que les rats, les punaises, c'est pas possible. Et si c'est ce que Marseille représente pour moi, aussi, hein, c'est le. Oui, mais moi localement, c'est pas possible qu'en étant de rat, c'est à cause de la propreté, c'est à cause des poubelles. Mais sinon, c'est un lion. Marseille, Marseille est une ville magnifique, la magnificence du lion, la puissance du lion, le rugissement du lion. Et si Marseille était une chanson? Alors moi, c'est ma chanson fétiche, c'est « Laissez entrer le soleil » de Julien Clerc. Ah oui, c'est vrai? Vous pouvez la chanter un peu? Je vais vous chanter le refrain. Ah oui, je suis sûr, vous la savez. Oui, bien sûr, je suis fanatique de Julien Clerc. Et puis c'est comme ça que j'ai adoré Julien Clerc avec R, c'est « Laissons entrer le soleil, laissons. » Et c'est la symbolique du printemps qui arrive.
Ouais. Alors, si vous êtes élu maire de Marseille, Oui. Possible. Oui, bien Alors, sûr. la première mesure, c'est quoi? Qu'est-ce que vous faites? Premier jour. Premier jour. Mesure, première annonce. À la première annonce, on va se mettre en ordre de marche pour faire notre grand plan de rénovation des écoles à partir d'un audit des finances de la ville. Et puis, je donne les clés aux Marseillais, puisque dans l'hémicycle rentreront 50% de citoyens marseillais, enfin pour gouverner la ville avec nous. C'est pas vraiment une réponse. Alors, je suis obligé de reposer la question. Bon. Première mesure, une mesure. Oui, parce que là, vous déclinez des choses importantes de votre programme, mais la première mesure, concrète, qu'est-ce que vous allez faire? Un audit des finances de la ville. Ah, c'est première mesure. C'est-à-dire, il faut savoir d'où on vient. Ce qu'on peut faire. Ce qu'on peut faire. Parce que ça ne sert à rien de faire des projets pharaoniques si on ne sait pas d'où on vient, où on en est. Donc, on a bien sûr des rapports de la Cour des comptes, tout ça, mais nous, on veut savoir exactement ce qu'il en est, et ensuite, on va pouvoir travailler sur le budget pour mettre en place les réformes qui vont rendre de Marseille une ville plus juste et plus verte. Michèle Rubirola, merci. Merci à vous. Merci à vous.